Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. Ursula von der Leyen, qu'on ne présente plus, n'a pas assez d'argent. Avec son mari, elle a trouvé un super filon. Le génocide se diversifie en France. Il y a beaucoup de solutions pour réduire la population. Brigitte ou Jean-Michel? Jean-Michel ou Brigitte? Il faut qu'on en parle un peu quand même. Qu'il est difficile de joindre les deux bouts quand on ne gagne que 30 000 € par mois. Si Ursula von der Leyen est sur le point de voir son mandat reconduit pour son magnifique travail, on ne lui en veut pas si elle refuse de révéler ses tractations Pfizer de 35 milliards. C'est pas grave. Ursula et son mari ont-ils tant de soucis financiers pour vouloir escroquer les Européens d'une toute petite somme de 320 millions pour indemniser une entreprise inactive? Le Courrier du Soir enquête. En effet, malgré les nombreuses enquêtes menées par les médias occidentaux ainsi que les plaintes déposées contre Ursula von der Leyen, cette dernière reste toujours en poste. Pire, elle n'est pas du tout inquiétée par les différentes révélations qui l'accablent. L'une d'entre elles est le choix de la société de son mari, Orgenesis INC, qui a bénéficié d'un financement de 320 millions € de l'Union européenne, faisant planer le doute sur un éventuel conflit d'intérêts. Pour ce charmant couple, leur sourire en dit long, tout va très bien. Mais pour combien de temps encore allons-nous être contraints de cracher nos impôts pour ces gens malhonnêtes, sans que les parlementaires européens ne trouvent rien à redire ? Le génocide se diversifie en France. Nous savons maintenant que les injections expérimentales abusivement appelées vaccins ont fait bien plus de victimes que cet innocent petit Covid-19. Mais le gouvernement français est plein de ressources. Il y a d'abord les guerres. Nous savons maintenant que Macron fait tout ce qu'il peut pour déclencher la Troisième Guerre mondiale. Il voudrait également nous y envoyer dès que possible grâce à la loi de programmation militaire et, s'il y arrive, nous pourrions être mobilisés jusqu'à 72 ans. Je suis donc personnellement beaucoup trop jeune pour y couper. D'autre part, pour la réduction démographique, il y a aussi l'euthanasie, dont on parle de plus en plus. Les premiers tests ont déjà eu lieu dans les EHPAD avec le Rivotril, rappelez-vous. Et puis, il y a bien sûr les avortements, qui sont une solution de plus en plus encouragée. Et même si l'avortement est possible jusqu'à la 14e semaine, on parle de le légaliser jusqu'au 9e mois. En fait, on considère qu'un nouveau-né n'est pas encore un être humain juste avant la naissance. Évidemment, c'est horrible, et ça les arrange bien. Mais il ne faut pas oublier que les plus grands leviers du génocide mondial est constitué par ce qu'on nous fait manger, par ce qu'on nous fait boire, par ce qu'on nous injecte, par ce qu'on nous fait respirer. N'oublions pas non plus tout le cortège de radiations électromagnétiques et la 5G qui a l'avantage de pouvoir cibler sa victime de manière très précise. Donc l'idéal pour faire plaisir à tous nos gentils dictateurs, c'est que nous restions productifs jusqu'à 70 ans et après 70 ans, hop, à la casse, une petite piqûre et enfin, pour terminer, une crémation ou fosse commune. Ils ne veulent que notre bien. Il y a bien longtemps que l'emmerdeur belliciste Emmanuel Macron ne craint plus les quolibets dont il fait de plus en plus l'objet à l'échelon local et à l'échelle internationale. Aussi, le président russe, quand il s'exprime sur le personnage, n'hésite pas à lui lancer des petites piques pour lui montrer au monde entier quel malheur est en train de s'abattre sur la France. Il relève notamment que les élucubrations du monarque ne peuvent réellement être prises au sérieux, puisqu'à l'instar de son copain Zelensky, Macron, comme tout le monde le sait maintenant, est un drogué et que, au lieu de mettre en place une troisième guerre mondiale, il ferait mieux de faire une cure de désintoxication. En ce qui concerne son épouse Brigitte, ou plutôt son mari Jean-Michel, l'affaire du couple Macron est affichée devant la scène internationale et tout le monde peut voir aujourd'hui par quoi la France est aujourd'hui dirigée. Certes, l'idée que Macron vive en couple avec un homme qui se fait passer pour une femme n'est pas en soi un problème. Chacun fait ce qu'il veut dans la vie privée. Mais là, il s'agit d'une vie publique et d'un peuple à qui on essaye de faire passer des vessies pour des lanternes.
Quand un homme décide de devenir président, et donc un homme public, il en accepte toutes les contraintes et surtout il accepte de se livrer au moins sur la structure familiale pour justifier par exemple que Jean-Michel Trogneux serait donc le deuxième homme de la France et non pas la première dame de France. C'est juste une question d'honnêteté vis-à-vis des 67 millions de citoyens. Candace Owens, dans son reportage, se fait le portrait de Macron et Trogneux. La France est la risée du monde entier. D'abord pour la différence d'âge, mais aussi cette histoire d'un gamin de 15 ans qui tombe amoureux d'une femme qui a d'abord vécu en tant qu'homme pendant 30 ans et qui a eu 5 enfants. Un scénario qui est plutôt improbable. Les photos présentées dans ce reportage sont pourtant assez convaincantes. La journaliste relève ensuite que Jean-Michel ou Brigitte n'a jamais présenté la moindre photo des 30 premières années de sa vie en tant que prétendue femme. On ne verra que les photos de Jean-Michel qu'elle prétend être son frère. Et d'ailleurs, où est-il passé celui-là? Candace Owens met le doigt sur une solution toute simple, c'est le début de son second reportage. Nous écoutons. Bonjour à tous, j'ai décidé de commencer cet épisode en vous montrant quelques photos de mon enfance. Jetez un coup d'œil. C'est moi, avec mon grand-père, comme c'est mignon. Je devais avoir 4 ans sur cette photo. Voici une autre photo où il y a mes 2 sœurs et moi. On dirait que j'ai 9 ans sur cette photo. Et oui, regardez cette tunique en flanelle, c'est trop beau, j'adore. Et puis cette photo date certainement du collège, je ne sais pas, mais je ne sais pas ce que je fais là, mais je porte un appareil dentaire. Il y a des barres de sneakers éparpillées sur le lit. J'aime vraiment ces friandises. Maintenant, pourquoi je vous montre ces photos? Eh bien, ce n'est pas parce que je me sens nostalgique aujourd'hui. C'est parce que je voulais vous montrer à quel point il serait facile pour Brigitte Macron de démystifier, je cite, la théorie du complot, selon laquelle elle aurait vécu en tant qu'homme pendant 30 ans. C'est aussi simple que cela, les amis. Voilà tout. Nous voulons juste voir une photo de vos 30 premières années. Pouvez-vous nous en montrer une ou deux? Candace Owens suggère dans son reportage qu'il serait judicieux que Brigitte ou Jean-Michel publient les photos de ses 30 premières années. Si elle peut le faire, et si elle prouve donc qu'elle n'est pas un homme, son mari pourra continuer à traiter les Français de fada. C'est le terme qu'il a utilisé devant les caméras. S'il se confirme que Brigitte Macron est bien une femme, elle pourrait faire au moins une apparition en compagnie de son frère devant les caméras, histoire d'éteindre ce qu'ils appellent une rumeur malveillante. Et enfin, pour démystifier de façon rigoureuse l'idée que Jean-Michel est en réalité Brigitte, il lui suffirait de le prouver avec un test ADN et avec la révélation des 2 chromosomes sexuels X. Chez les hommes, les chromosomes sexuels sont XY. Que l'on soit transgenre ou pas, biologiquement, un homme reste un homme et une femme reste une femme. C'est de la science, ce n'est pas de la transphobie et c'est encore moins de l'homophobie. Alors, monsieur ou madame Jean-Michel ou Brigitte Trogneux Macron, faites ce test et on n'en parle plus. En tout cas, moi je n'en parlerai plus car cette affaire ressemble à un petit arbre qui cache la grande forêt du mensonge institutionnel mondial. Puisque nous sommes dans les mensonges, nous allons continuer sur notre lancée. Regardons juste le début du discours de Gabriel Attal. Le tout début, juste. La Russie a attaqué l'Ukraine. Seule responsable du conflit, la Russie a attaqué froidement une nation libre et démocratique qui ne la menaçait pas, qui ne l'attaquait pas, et ce, en violation de toutes les règles du droit international et de la Charte des Nations Unies. Bon, je ne vous en imposerai pas plus, puisque dès le départ, le jeune Premier ministre commence par une litanie de mensonges. C'est notre rôle, en tant qu'alerteur, de rappeler une fois de plus que la Russie n'a pas attaqué l'Ukraine, mais que Poutine a seulement essayé d'enrayer le pilonnage du Donbass par les troupes d'Azov et des militaires ukrainiens. Quand Attal déclare que la Russie est la seule responsable du conflit, mais qui a enfreint les règles établies par les accords de Minsk depuis 2014 ? Poutine a seulement essayé de démilitariser et dénazifier l'Ukraine pour arrêter le massacre à la recherche d'une solution de paix. Tout le discours de Gabriel Attal est du même tonneau, et nous n'allons pas une fois de plus vous démontrer qu'il fait fausse route ainsi que la majorité du Parlement.
Jeudi soir, sur TF1 et sur France 2, le va-t-en-guerre Emmanuel Macron nous a confirmé la nécessité absolue de vaincre la Russie. La Russie ne peut ni ne doit gagner. C'est sa grande phrase spirituelle. Et voilà comment le monarque joue au petit dur face à la puissance russe qui pourrait nous écraser comme une simple punaise. De plus, nous savons que la majorité des autres pays d'Europe ne suivront pas le despote sur son terrain. L'envoi des troupes françaises est une solution qu'il n'exclut toujours pas. Décidément, ça ne s'arrange pas. Il est urgent de lever le pied sur le dosage de la cocaïne et toute autre substance psychotrope. Quand on s'avance vers une catastrophe économique sociale et qu'on risque une coupure totale des communications, il arrive un jour où on ne pourra même plus faire des achats pour les besoins fondamentaux de chacun. C'est dans ces situations très difficiles que certaines personnes finissent par trouver une solution géniale. Écoutez bien. Grau Coop. C'est un supermarché coopératif qui vient d'ouvrir ses portes à Metz en Moselle. Pour y faire ses courses, il faut y travailler au moins 3 heures par mois et tous les intermédiaires sont tout simplement supprimés. C'est absolument génial. La structure de distribution participative est autogérée à but non lucratif où les membres contribuent bénévolement à hauteur de 3 heures par mois. Ils en sont les seuls propriétaires, les seuls décisionnaires et les seuls clients. Pas d'impôt de société puisque pas de bénéfices. Pas de dividendes puisque pas d'actionnaires, mais des copropriétaires. Quand on devient associé, on a le droit à une voix lors des assemblées générales souveraines pour toutes les décisions. Chacun participe selon ses capacités, 3 heures consécutives, toutes les 4 semaines. 75% des tâches du magasin sont assurées par les coopérateurs bénévoles. L'accès au magasin est réservé aux coopérateurs qui sont à jour de leur service. Le taux de marge unique est de 23%, plus bas que dans la distribution. Les produits sont donc moins chers et les producteurs gagnent enfin correctement leur vie. Il faut maintenant espérer que le Trésor public et l'URSSAF ne vont pas mettre leur nez là-dedans et qu'ils considèrent que les 3 heures de travail constituent un emploi déguisé. Mais nous parlons de bénévolat. On peut espérer que cette idée géniale fasse des petits et puisse inspirer d'autres villes et surtout d'autres agriculteurs et éleveurs. Au-delà de ça, nous devons tout faire pour ne plus nous faire plumer par l'État et cette idée de supermarché coopératif est un magnifique pied de nez aux oligarques français. C'est donc sur cette note très positive que nous allons clôturer cette vidéo. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'est le moment ou jamais de le prouver. Notre nouvelle organisation du travail et de l'entraide doit faire partie intégrante de notre nouvelle façon de vivre. Nous n'avons pas besoin du nouvel ordre mondial pour organiser une saine société. C'est d'ailleurs plutôt eux qui ont besoin de nous et tout ce que nous produisons. Mais maintenant, ça suffit. Chères combattantes et chers combattants, je vous dis à très bientôt.